Salut! Notre affaire d'aujourd'hui est une affaire dramatique, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Maddie Durden commence maintenant. C'est en Angleterre que naît Maddie Durden le 21 avril 1999. Elle grandit heureuse entourée de ses parents Steve et Rachel. Maddie a un petit frère Fabien dont elle a toujours été très proche. Et petite, elle aimait s'occuper de lui, elle lui donnait le biberon, le changer le linge et plus tard, elle l'aidera à faire ses devoirs. Elle était comme une deuxième maman pour lui. Maddie est une jeune fille gentille et aimée de tous. Très attentionnée, ce qu'elle aime par-dessus, c'est s'occuper de ses proches. La famille est très heureuse et soudée. À 13 ans, au collège, Maddie va faire la connaissance de celle qu'elle considère comme sa sœur de cœur, Abby. Et les deux copines deviennent inséparables et quelques années plus tard, Harley vient rejoindre le duo. Les trois copines sont très proches, elles sortent ensemble, elles font du shopping, partagent leurs petits secrets et pour être toujours en contact les unes avec les autres, elles vont créer un groupe de discussion sur WhatsApp. Elles se retrouvent quasiment tous les soirs pour débriefer de leur journée. Maddie adore la danse, elle en fait depuis qu'elle est petite. Et c'est sa façon à elle d'exprimer son côté artistique. En grandissant, Maddie devient une belle jeune femme. Appréciée de tous, ses proches la décrivent comme souriante, toujours de bonne humeur. C'est un véritable rayon de soleil. Elle entame les études de marketing, un domaine qui la passionne. Une fois qu'elle obtient le diplôme, elle se fait embaucher dans l'entreprise dans laquelle travaille son père. Et son chef de service est un séduisant quarantenaire qui s'appelle Benjamin Green. Benjamin est plus âgé que Maddie, il a 21 ans de plus qu'elle. Il est dans une famille de 3 enfants, il est le second de la fratrie. Après le lycée, il continue ses études à l'université de Manchester où il rencontre celle qui deviendra son épouse. Après avoir obtenu son diplôme, il s'installa à Liverpool. Le couple se marie en 1997 et ensemble, ils auront 3 enfants. Mais 10 ans plus tard, comme beaucoup de personnes, ils vont divorcer. Cependant, il garde de bonnes relations avec la mère de ses enfants qu'il voit d'ailleurs régulièrement. Depuis son divorce, il ne s'est plus réellement posé, il multiplie les histoires avec les conquêtes avec de jeunes jolies femmes. Et d'ailleurs, Maddie est tout à fait son genre de femme. En plus d'être jolie, elle aussi, elle est brillante et Benjamin ne tardera pas à tomber sous son charme. Maddie aussi trouve son supérieur très séduisant et au fil du temps, les relations professionnelles vont devenir plus personnelles. C'est lors d'une fête de Noël en 2019, alors que la jeune femme a 20 ans, qu'ils entament une liaison. Au départ, c'est une relation plutôt légère, ni Maddie ni Benjamin ne veulent s'engager dans une relation sérieuse. Maddie était dès le départ claire avec lui, elle ne cherche pas à se poser sérieusement en couple. Elle est jeune, elle veut profiter de sa jeunesse, elle ne veut pas s'enchaîner dans une vie de couple et elle tient à continuer à sortir avec ses copines. Benjamin, de son côté, a des responsabilités, il a 3 enfants et Maddie n'a aucune intention de devenir une belle-mère pour ses enfants. Elle ne souhaite pas d'ailleurs les rencontrer. Sur leurs réseaux sociaux, aucun d'entre eux ne se présente en couple. Elle ne pose pas de photos d'elle et Benjamin non plus. Elle est heureuse dans cette nouvelle relation. Elle en parle à ses 2 meilleures amies, même si elle n'était pas Benjamin dans leur groupe d'amis et n'ont pas le même âge, pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Elle sort de son côté et lui-même de son côté. Elle est nommée plus tard directrice de projet à tout juste 20 ans. Elle perçoit un salaire plutôt confortable. Maddie est heureuse, elle est bien entourée par sa famille, ses amis. Elle s'épanouit dans son travail et elle se sent bien avec Benjamin. Cependant, elle est loin de s'imaginer que ce sentiment de bonheur ne va pas durer. Les mois passent et au fur et à mesure, Benjamin montre un tout autre visage. Lui, le séducteur, au début n'était pas dérangé par le fait qu'avec Maddie, il n'était pas un couple fusionnel. Chacun faisant sa vie de son côté et il prenait plaisir à se retrouver le soir venu.
Mais après plus d'un an de relation, contrairement à ses habitudes, il souhaitait plus d'engagement de la part de Madi. Il voulait passer à la vitesse supérieure. Il voyait un avenir avec elle et voulait avoir des projets communs. Il voulait l'intégrer dans sa vie. Il voulait la présenter à ses enfants, à sa famille. Il voulait qu'elle soit présente pour les moments importants. Elle, de son côté, se satisfaisait de la situation. Elle ne voyait pas en Benjamin comme étant l'homme de sa vie. Certes, elle était attachée à lui, mais elle tenait plus que tout à sa liberté. Elle continuait donc à sortir avec ses copines, à mener la vie d'une jeune femme qui venait tout juste d'avoir 20 ans. Ces différences de point de vue provoquaient de plus en plus de discussions et de disputes au sein du couple. Benjamin se sentait rejeté comme si elle avait honte de lui. Elle ne l'invitait jamais aux événements familiaux ni amicaux auxquels elle participait. Benjamin semblait perdre de plus en plus confiance en lui dans cette relation. Il se montrait de plus en plus jaloux et possessif. Il surveillait son téléphone dès qu'il le pouvait, dès qu'elle recevait une notification ou un message. Il voulait sortir avec elle, marcher dans la rue. À ses côtés, il voulait qu'elle lui fasse une place plus importante dans sa vie. Malheureusement, l'atmosphère se faisait de plus en plus pesante au sein du couple. Madi commençait à souffrir de la situation. Elle se sentait étouffée par Benjamin. D'ailleurs, elle en a parlé à ses copines. Elles étaient dans les hésitations. Elle aimait bien passer de bons moments, mais lui, il faisait de plus en plus de scènes de jalousie, de reproches pour tout et n'importe quoi. Madi, elle avait un rêve. Elle avait toujours voulu acheter sa propre maison. À présent, elle travaillait, elle gagnait bien sa vie. Benjamin, lui aussi, envisageait de déménager et il va faire une proposition à Madi. Il lui proposa d'acheter une maison ensemble et Madi refusa. Ce n'était absolument pas ce qu'elle avait envisagé. Elle voulait acheter son premier bien immobilier seule. Benjamin fut certainement peiné par ce refus et dans la foulée, il fit construire seul une maison hyper moderne dans un quartier résidentiel. Il avait quitté son logement et il se trouvait seul sans logement pendant la durée des travaux. La jeune femme va alors lui proposer de l'héberger durant toute la durée des travaux. Il accepte avec volontiers la proposition et s'installa chez les parents de Madi pour 6 mois. La cohabitation se passa bien, les parents avaient mis leurs préjugés de côté. Si leur fille était heureuse dans cette relation, c'était pour eux le plus important. Benjamin et Steve, qui se côtoyaient uniquement dans le cadre professionnel, apprit à faire connaissance et s'entendaient plutôt bien. Une fois que la maison de Benjamin fut finie, il y emménage. Mais alors qu'il avait espéré que Madi s'installât avec lui dans cette nouvelle maison, elle de son côté continua à vivre chez ses parents. En ce mois d'août 2021, elle continuait toujours à faire ses projets de son côté, seule, sans inclure Benjamin. Avec ses parents, ils avaient prévu de partir en vacances en famille en Jamaïque, mais là encore sans Benjamin, chose qui ne prit pas très bien. Il se sentait mis à l'écart, rejeté par la jeune femme. Il espérait certainement faire partie du voyage après qu'il ait vécu avec eux pendant 6 mois. Il était triste, énervé et extrêmement déçu. Il partit alors passer un week-end chez son frère afin de se changer les idées. Sa belle-sœur se rendit tout de suite compte que quelque chose n'allait pas bien. Il n'était pas bien, il était ailleurs. Il ne parlait pas du tout de Madi. D'ailleurs, il leur dit qu'il prévoyait partir tout seul en vacances. Le 24 août 2021, comme elles en avaient l'habitude, les 3 copines s'organisaient un rendez-vous téléphonique sur WhatsApp. Madi en avait marre, elle sentait qu'elle ne pouvait pas lui donner plus que ce qu'elle lui donnait déjà. Au cours de la discussion, elle prit la décision de stopper cette histoire qui devenait de plus en plus toxique. Tous les deux n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Ils n'avaient pas les mêmes projets d'avenir, la même vision. Il était temps de mettre fin à cette relation. Madi savait que ce serait certainement un moment douloureux, mais c'était nécessaire. Le lendemain, le 25 août 2021, Madi était décidée à mettre un terme à sa relation avec Benjamin.
Elle ne pouvait pas, après plus d'un an et demi de relation, lui annoncer la nouvelle au téléphone ou par message. Elle se devait de lui dire des choses en face. Elle avait donc prévu de se rendre chez lui le soir même après le travail pour lui annoncer la nouvelle. Elle était stressée à l'idée de cette confrontation. Elle ne savait pas comment il allait réagir et à 15 heures, elle envoyait un premier message à ses copines pour leur dire à quel point elle était nerveuse pour aller lui annoncer la rupture. Celle-ci l'encouragea, c'était le mieux qu'il y avait à faire. 2 heures plus tard, elle avait enfin fini sa journée, elle prit donc son courage à deux mains. Elle se dirige vers Catherine, là où habitait Benjamin. Alors qu'elle était presque arrivée, elle envoya un deuxième message à ses copines en leur disant « Si dans 1 heure vous n'avez pas de mes nouvelles, appelez-moi ». 1 minute plus tard, elle envoyait un troisième message dans lequel elle disait qu'elle les aimait. Les minutes passèrent et au bout d'1 heure, ses amis n'avaient aucune nouvelle de Maddy. Elle essayait de la joindre sur son téléphone mais elle ne répondait pas. Elle attend encore un peu mais elle restait injoignable alors qu'elle avait prévu le soir même de se retrouver pour un appel de groupe afin de prendre de ses nouvelles et pour qu'elle puisse leur expliquer comment les choses s'étaient passées. Mais Maddy ne donnait aucune nouvelle. Pas d'appel, pas de message, son téléphone sonnait dans le vide. Ses copines étaient de plus en plus inquiètes, de plus en plus angoissées. Depuis plusieurs heures, elle essayait de la joindre sur son téléphone, mais en vain. Elle était si inquiète que l'une d'elles décida de contacter Benjamin sur son téléphone portable, mais celui-ci ne répondit pas. Cette nuit-là, Abby et Carly passaient une très mauvaise nuit. Elle s'inquiétait pour elle et ne comprenait pas pourquoi Maddy restait injoignable. Ce n'était absolument pas dans ses habitudes d'agir ainsi. Le lendemain matin, Abby décida de contacter la mère de Maddy pour savoir si elle savait où elle se trouvait. Rachel fut très surprise de voir l'appel car le soir n'ayant pas vu sa fille rentrer, elle avait consulté le système de géolocalisation qu'elle avait sur son téléphone portable et elle avait vu qu'elle était chez son petit ami. Benjamin, elle ne s'était pas donc plus inquiétée que cela. Mais Abby lui a appris que le soir précédent, Maddy s'était rendue chez Benjamin pour mettre fin à leur relation et depuis, elle était injoignable. Sa mère, qui ne savait pas que sa fille allait rompre avec Benjamin, dès qu'elle raccrocha le téléphone, elle appela le bureau de sa fille et c'est avec effroi qu'elle apprit que ce matin-là, sa fille ne s'était pas présentée à son travail alors qu'elle avait une réunion importante. L'inquiétude monte encore d'un cran. Maddy était une fille très sérieuse et consciencieuse. Elle n'aurait jamais manqué une réunion importante sans raison et surtout sans prévenir. Au travail de Benjamin, ses collègues étaient aussi inquiets. Il ne s'était pas présenté ce matin-là à son travail et surtout, il était lui aussi injoignable au téléphone. Un ami à lui se rendit donc à son domicile pour voir si tout allait bien. Il frappa à plusieurs fois à la porte mais personne ne répondit. Il repartit du côté de la famille et des amis de Maddy. L'inquiétude était à son comble. Ses parents décidaient alors de signaler la disparition de leur fille. Ils expliquaient aux policiers que le soir précédent, leur fille s'était rendue chez son petit ami pour rompre et depuis, ils n'avaient aucune nouvelle d'elle. À 13h30, une équipe de police se rend chez Benjamin pour voir ce qui se passe. Lorsqu'ils arrivaient, il frappa plusieurs fois à la porte mais personne ne répondit. Il décide donc de l'enfoncer. Et quand il pénètre dans la maison, il découvre avec horreur dans la cuisine Benjamin allongé au sol dans une mare de sang. Il avait une blessure au cou et il y avait un couteau de cuisine près de sa tête. En inspectant la maison, il trouvait dans la chambre le corps de Maddy. Elle était allongée sur le côté gauche du lit. Elle avait 3 blessures à l'arme blanche. À côté de son corps, il y avait son téléphone et un couteau. Il ne trouvait pas du sang autour du corps de Benjamin. Que s'est-il passé? Les premières constatations révèlent qu'il n'y avait aucune trace de lutte, aucune trace d'effraction. Toutes les portes, les fenêtres étaient fermées, sauf la porte de derrière. Ils vont directement écarter donc l'hypothèse d'un intrus dans la maison. Après ces horribles découvertes, les policiers commencèrent leur enquête. Ils passèrent la voiture et la maison de Benjamin au peigne fin.
Les autopsies révèlent que Maddie avait reçu 3 coups de couteau, l'un à l'épaule gauche et 2 dans la poitrine. Elle ne s'était pas défendue, elle n'avait pas de blessure défensive et elle n'était pas morte instantanément. Elle avait agonisé et quelques minutes plus tard, mais ils ne purent pas déterminer combien de temps exactement. Dans une de ses blessures, ils retrouvaient la lame du couteau, ce qui témoigne de la violence des coups. Benjamin, lui, avait la veine sectionnée, ainsi que plusieurs plaies superficielles au poignet. L'analyse toxico-psychologique révéla qu'il avait une petite quantité d'alcool dans le sang. Et les enquêteurs arrivent à la conclusion que Benjamin avait assassiné Maddie, il avait nettoyé la scène de crime et ensuite il s'est donné la mort. Personne d'autre ne semblait être impliqué dans cette affaire. Ce terrible drame plongea la famille et les amis de Maddie dans l'incompréhension la plus totale. Ses amis savaient que Benjamin avait pu se montrer possessif et voulant savoir où elle était, avec qui elle sortait, mais s'il n'avait jamais fait preuve d'agressivité. Il ne s'était jamais montré violent avec elle. Ses parents, eux, étaient totalement sous le choc, d'autant plus que Benjamin avait vécu 6 mois chez eux. Son père, à cette occasion, avait sympathisé avec lui et il n'avait jamais vu de signes de violence domestique du côté des proches de Benjamin. C'était aussi le choc et l'incompréhension. Il laissait derrière lui 3 enfants, son ex-femme. En apprenant la nouvelle, fut particulièrement bouleversée. Elle avait vécu plus de 10 ans avec lui et selon elle, il n'aurait jamais pu faire de mal à une mouche. L'audience préliminaire devait avoir lieu le 13 janvier 2022, mais elle fut finalement reportée le 7 juillet 2022. Toutes les preuves furent présentées et ils en arrivent à la conclusion que Benjamin avait tué Maddie car elle voulait rompre avec lui et qu'ensuite il avait mis fin à ses jours. Les familles de Maddie ainsi que la famille de Benjamin étaient toutes les deux présentes à cette audience. Ainsi, notre affaire se termine là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'aimer. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Notre affaire d'aujourd'hui nous amène dans le Kent en Angleterre. Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Molly McLaren commence maintenant. Molly McLaren est née le 26 mai 1994 à Cumberland. Molly est le genre de personne très investie dans ce qu'elle fait, elle se donne à fond. Elle est très active et à côté de ses études, elle travaille à temps partiel comme vendeuse, promeneuse de chiens, serveuse. À l'école, elle est très studieuse, ses proches la décrivent comme un rayon de soleil qui motive les autres autour d'elle. Une vraie boule d'énergie. Molly, elle a un grand sens de l'humour, toujours le sourire aux lèvres, toujours à rigoler et elle est très studieuse. Mais quand c'est l'heure de s'amuser, Molly est toujours partante. Elle croque la vie à pleines dents. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle est très active sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Elle a aussi un blog dédié à la fitness, puisqu'en effet, c'est sa grande passion. Sur son blog, elle publie des vidéos, des séances d'entraînement. Elle écrit à propos de ses repas et écrit aussi à propos d'un mal qui la ronge depuis des années, la boulimie. Pourtant, c'est un secret qu'elle a longtemps caché à son entourage, mais qu'elle a fini par confier à une amie. Et cette amie, Molly l'a rencontrée quand elles travaillaient toutes les deux chez Ted Baker, une marque de vêtements britannique. À cette période de sa vie, Molly est célibataire, elle aimerait rencontrer quelqu'un. Et elle s'essaie sur la plateforme Tinder, la fameuse application de rencontre
Et c'est ainsi qu'au mois de juillet 2016, elle match avec un certain Joshua Simpson, un beau jeune homme de 24 ans qui réside également dans le Kent. Ils vont dans un premier temps discuter sur l'application pendant un moment et ils finissent par s'échanger les numéros de téléphone. Joshua confie à Molly qu'il n'avait jamais eu de relation sérieuse. Il cherche l'amour, le vrai. Et Molly, ça va la toucher énormément, ça lui fait de la peine. Elle se dit qu'il doit se sentir très seule et quelque part, elle comprend aussi puisqu'elle non plus n'a jamais eu de relation sérieuse. Joshua et Molly finissent par se rencontrer en personne et ils tombent tous les deux sur le charme l'un de l'autre. Le courant passe très bien entre eux. Ils font des sorties classiques de couple, restaurants, cinéma. Joshua rencontre même les parents de Molly à qui il fait une très bonne impression. Parfois, il passe chez les McLaren, il boit une petite bière avec le père de Molly. Tout se passe très bien pour les deux tourtereaux. Un jour, Joshua confie un lourd secret à Molly. Il lui révèle qu'il est bipolaire. Il lui explique que par le passé, lorsqu'il a fait cette confidence avec deux femmes avec qui il venait à peine de démarrer une relation, elles ont toutes les deux quitté. Mais avec Molly, ça va être exactement le contraire. Ça va les rapprocher puisque Molly aussi souffre d'un mal-être, la boulimie. Le couple se rapproche encore plus et se soutiennent dans leurs mauvais moments. Molly ne pouvait pas être plus heureuse. Toutes ses copines aussi sont très contentes pour elle et du coup les copines, elle veut rencontrer ce fameux Joshua. La première à rencontrer Joshua, c'est Amelia. Première impression qu'elle a de lui, elle le trouve très discret, il parle très peu. Jusque-là, rien de méchant, peut-être qu'il est timide. Et là où c'est moins marrant, c'est quand Amelia va découvrir que Joshua essaie de s'interposer entre les deux femmes et essaie comme de briser leur amitié tout en s'accaparant de Molly. Amelia ainsi que les autres copines du groupe vont remarquer quelque chose qui va grandement inquiéter. Joshua devient de plus en plus possessif envers Molly. Il passe la voir sans prévenir. Si elle est occupée, par exemple, à faire ses devoirs, il va insister pour être présent, pour être avec elle. Molly commence à s'étouffer. Elle va même confier à une de ses cousines dont elle est très proche que les sentiments qu'elle avait envers Joshua sont en train de changer. Cette pression, Molly a du mal à la gérer. Surtout que Joshua n'est pas seulement possessif, mais il est également verbalement agressif. Il la rabaisse, il la manipule et les disputes du couple deviennent de plus en plus fréquentes. Un jour, il envoie un message à Molly dans lequel il lui dit « Ne te fâche pas, j'ai démissionné. J'ai quitté mon travail, je veux passer plus de temps avec toi. » Molly est choquée. « Pourquoi tu as démissionné? Je ne peux pas être avec toi H24, pourquoi tu as fait ça? » Molly est dans un état émotionnel fragile. Elle est en train de lutter contre la boulimie, la dépression, l'ancienneté et elle décide donc de rompre avec Joshua. Mais Joshua ne la cède pas. Il la bombarde de messages dans lesquels il la supplie de lui laisser une autre chance. « Je suis prêt à tout pour que tu me reprennes. » Il harcèle Molly à tel point qu'elle finit par céder à son chantage affectif. Et elle se remet en couple avec lui. Évidemment, les choses n'ont pas changé. Joshua continue de s'incruster dans les sorties de Molly et est constamment avec elle. Un peu comme pour la surveiller, pour surveiller ce qu'elle est en train de faire. En mai 2017, ils partent en vacances à Tenerife. Molly se dit que ce petit séjour à la plage avec le soleil, les cocktails, ça va peut-être les aider, ça va peut-être raviver la flamme et ça va peut-être arranger les choses entre eux. Et malheureusement, il se passe tout le contraire. Molly envoie un message à son amie Amelia dans lequel elle lui écrit « Au secours, à l'aide ». Elle ne peut même pas parler tranquillement puisque Joshua est là. Ce séjour se passe tellement mal que Molly décide de rompre avec Joshua une bonne fois pour toutes. Dès le retour en Angleterre, elle n'en peut plus des disputes, de la manipulation. Un coup, il se sert de sa bipolarité, un coup, il la fait culpabiliser. Molly de ses troubles à elle, la boulimie, l'ancienneté, la dépression. Il lui dit que c'est elle qui n'est pas capable d'être heureuse. Elle est mal dans sa peau et c'est sa faute à elle si les choses se passent mal entre eux. Malheureusement, au retour de Tenerife,
Molly n'a pas le courage de se séparer de lui. Elle reste en couple avec Joshua. Elle va même l'inviter à son anniversaire qu'elle célèbre peu de temps après. Elle fête ses 23 ans en boîte de nuit avec des amis et ça va très mal passer. Une dispute éclate avec Joshua dans la boîte de nuit. Et très en colère, Molly lui dit c'est terminé. Joshua, furieux lui aussi, quitte les lieux. Ça ne surprendra personne, mais Joshua commence à la harceler, à la bombarder de messages. Il la supplie de le reprendre, mais Molly ne cédera pas. Elle maintient ses décisions qu'elle a prises, ces décisions qu'elle semble être la bonne. Cette relation est toxique. Les supplications de Joshua ne marchant pas, il décide de se venger. Il menace Molly de révéler les choses compromettantes à son entourage. Il publie des photos, des messages dans lesquels il dit que Molly prend de la coke. Pas rien que ça, il prend bien soin de taguer les amis de Molly, également sa mère. Molly le bloque de partout, Facebook, Instagram, elle le bloque sur tous les réseaux sociaux. Et pendant un moment, Joshua va s'acharner sur elle sur WhatsApp puisque Molly ne l'a pas encore bloqué sur cette application. Il continue les menaces et la pauvre Molly, effrayée non seulement par le personnage, mais aussi parce que bientôt ses parents partent en vacances. Elle va se retrouver seule à la maison et ne peut s'imaginer de quoi Joshua est capable. Mais bien avant de le bloquer sur WhatsApp et de supprimer la conversation, Molly a la présence d'esprit de faire des captures d'écran. Et comme Joshua est malin, il va demander à une amie de l'aider. Cette amie, c'est une fille qu'il a rencontrée également sur Tinder, mais ils ne se sont jamais vus en personne. Ils sont devenus amis, donc cette amie, dont l'identité ne sera jamais révélée, est sollicitée pour traquer Molly et elle accepte. Elle va l'ajouter en amie sur les réseaux sociaux et faire des rapports détaillés à Joshua pour sa défense. C'est vrai qu'elle ne connaît qu'une version des faits, c'est celle de Joshua. Un jour, Molly est à la plage et Josh demande à son ami de vérifier son compte Instagram. Et sur l'une des photos postées par Molly, Joshua aperçoit un sac noir. Il comprend que cette sortie à la plage, Molly ne l'a pas fait seule. Elle est accompagnée. Joshua est furieux, il se pose des questions avec qui elle est et il dit à son ami le fait qu'elle ne montre pas avec qui elle est me rend parano. Joshua met à exécution ses messages de divulguer des informations compromettantes sur Molly. Il écrit sur Facebook « Si tu étais quelqu'un d'honnête, tes parents sauraient que tu prends de la coke. » Et il écrit ça en prenant bien soin de taguer la mère de Molly qui à ce moment-là ne l'avait pas encore bloqué. Joshua continue ses publications abjectes et il écrit « Tu essaies de me faire passer pour le méchant en m'accusant de te tromper et de prendre de la coke. Quand on a eu la preuve que c'était faux, tu t'es excusé et là tu dis que tu es quelqu'un d'honnête. Tu as été honnête sur le fait que tu prends de la coke et que j'ai essayé de te faire arrêter, mais tu ne voulais pas. » Joshua publie aussi des captures d'écran de conversation avec Molly, des photos pendant lesquelles il affirme que Molly venait tout juste de prendre de la coke. La mère de Molly décide de porter plainte auprès de la police. En arrivant au commissariat, elle montre les captures d'écran du téléphone de sa fille, les publications Facebook. Le policier qui les a reçues vérifie si Joshua a des antécédents et il n'en a pas. Ensuite, il va contacter Joshua et Joshua décroche. Il est très calme, trop calme et hyper serein. Et il écoute ce que le policier dit. En gros, arrête d'embêter Molly, arrête de poster ce genre de messages sur Facebook, arrête de la harceler. Joshua va répondre « Ok, d'accord, mais j'ai rien fait de mal. » Et si vous croyez que c'est le cas, il y a encore des choses qui arrivent. Il a le culot, lui. Il contacte ensuite son amie et lui demande si elle n'a pas une astuce pour suivre le compte Snapchat d'une personne sans qu'elle ne le sache. Son ami lui montre comment le faire. Ainsi, armé de cette information, maintenant, Joshua pourra traquer, harceler Molly tout seul. Il n'a plus besoin de son ami, en tout cas sur Snapchat, il va passer à l'étape supérieure. Il va maintenant la suivre et la traquer, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais en personne. Joshua va apprendre que Molly a commencé à travailler dans une salle de sport. Il s'est inscrit également et il y va tous les jours, même plusieurs fois par jour.
Pour se protéger du cyberharcèlement, Molly a l'intelligence de modifier son nom sur tous les réseaux sociaux. Elle crée même un nouveau compte Instagram centré uniquement sur sa passion qui est le fitness. Et elle va même aller plus loin, elle va supprimer et bloquer l'ami de Joshua en question. Un soir, Molly envoie une photo à une de ses amies et cette photo, Joshua vient de la publier sur son compte Instagram. Un compte public pour que Molly puisse y avoir accès. Et sous cette photo, Joshua écrit « Célibataire depuis une semaine et je flirte déjà avec les oiseaux ». En voyant ça, Molly est soulagée. Elle se dit que c'est bon. Enfin, il a tourné la page. Enfin, il est passé à autre chose. Elle en discute avec sa copine et elle lui dit qu'elle a l'impression d'avoir un poids énorme sur ses épaules qui s'est juste envolé. Le soir du 28 juin, Molly est sortie avec une amie. L'une d'entre elles vient de recevoir une promotion à son travail. Une célébration s'impose. Un peu plus tôt ce jour-là, Molly poste sur son compte Instagram qu'elle se rend dans un restaurant. Ce même soir-là, Joshua a un rendez-vous galant de prévu avec une femme qu'il a rencontrée sur Tinder. Où est-ce qu'il prévoit de retrouver son rencard au même endroit que Molly? Molly arrive au comptoir pour passer sa commande. Quand elle l'aperçoit, elle est tellement choquée qu'elle part s'isoler aux toilettes quelques minutes. Plus tard dans la soirée, elle va faire un post sur Facebook en écrivant « Au moment où ton ex se pointe ». Bouleversée par la présence de Joshua, elle décide de rentrer chez elle. Elle ne veut pas rester plus longtemps à cette soirée. Le lendemain matin, le 29 juin, Molly se lève. Elle se lève tôt. Elle a besoin de se changer les idées. Elle a besoin de prendre un peu d'air. Et quoi de mieux qu'une bonne séance de sport? Elle se prépare, puis elle discute un peu avec sa mère. Et comme à son habitude, avant de partir, elle lui dit qu'elle l'aime. Elle prend sa petite voiture. Elle roule en direction de la salle de sport. Elle est décidée à faire une petite vidéo pour alimenter son blog fitness. Elle arrive environ 10 heures et elle se met en place. Tout comme à la veille, à la grande surprise de Molly, Joshua arrive. Molly, totalement sur le choc, va lui demander « Comment se fait-il que tu es ici? Comment se fait-il que tu n'es pas au travail ?» Et à quoi il répond « C'est pas tes affaires ». Elle retourne à son tapis et envoie un message d'abord à sa mère. « Maman, il vient de se pointer à la salle de sport. Il est juste à côté de moi. » Sa mère lui répond « Ignore-le et rentre tout de suite à la maison. » Ensuite, elle envoie ce même message à une amie accompagnée d'une photo. L'amie en question lui répond « Hier au restaurant, aujourd'hui à la salle de sport. Ce n'est pas normal. » Et elle lui demande « Mais t'as posté ça sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'il sait que tu es là? » Molly lui dit « Je ne sais pas, je n'en sais rien. J'ai rien posté sur les réseaux sociaux. » Son amie lui dit « Ne te soucie pas de lui, c'est un psychopathe. » Elle va lui donner le même conseil que sa mère. « Pars, rentre chez toi, ne reste pas là. » Joshua quitte la salle de sport en premier lieu. Il est dans les escaliers, il hésite, il descend et puis il redescend et finit par aller à sa voiture. Quelques minutes plus tard, Molly s'en va, elle monte dans sa voiture et elle s'imagine que ça fait un moment qu'il est parti, qu'il a déjà pris la route. Mais elle est loin de s'imaginer qu'il est encore sur le parking en train de rôder. Elle monte à bord de sa voiture et à peine le temps de démarrer que Joshua quitte sa voiture, court vers elle, il ouvre sa portière et il commence à la poignarder. Molly se met à hurler, elle se débat comme elle le peut, elle klaxonne, elle essaie de claquer la porte sur sa jambe, elle essaie de se mettre sur le siège passager pour fuir. Mais Joshua la poignarde à la tête, au cou et à la poitrine, un total de 75 fois. Malheureusement, Molly succombe à ses blessures sur les lieux, même avant d'être pouvoir transportée aux urgences par les ambulances. Joshua est toujours là, il n'a pas bougé, il est sur le parking, recouvert du sang de Molly. La police l'interpelle immédiatement et le place en état d'arrestation. La mère de Molly n'a pas de nouvelles de sa fille, elle s'inquiète puisque le trajet ne prend que 15 minutes et là ça fait une demi-heure. Un peu plus tard, elle reçoit un message lui disant « Et t'as vu ce qui s'est passé au centre commercial Chatham ?»
Elle réalise qu'il s'agit bien de sa fille Molly et elle appelle son mari qui, à ce moment-là, était à l'étranger pour le travail. Elle lui annonce la terrible nouvelle. Tout l'entourage de Molly était bien sûr sous le choc qu'ils ont du mal jusqu'à aujourd'hui à réaliser ce qui s'est passé. Et la question qui perdure, c'est comment est-ce qu'il a su que Molly se trouvait là? Est-ce qu'il a traqué grâce à Snapchat la fonctionnalité qui permet de voir un membre sur une carte, sur un plan? C'est une des seules possibilités puisque Molly ne l'a dit à personne où elle se rendait ni publiée sur les réseaux sociaux. Le procès de Joshua Simpson débute le 23 janvier 2018 au tribunal de Madison dans le Kent. Au procès, on va découvrir pas mal de choses concernant Joshua et notamment sur son historique relationnel. Ce qu'il a raconté à Molly sur le fait qu'il n'avait pas eu de relation avant elle, en tout cas pas de relation sérieuse, c'est faux. Pire encore, l'une de ses ex témoigne, elle s'appelle Alessandra. Au départ, tout se passait bien entre eux, mais il est très vite devenu possessif. Il lui disait de ne pas parler, de ne pas fréquenter d'autres hommes. Il la suivait de partout. Il envoyait des photos d'elle où il estimait qu'elle n'était pas assez vêtue. Il disait pourquoi tu t'habilles comme ça, tu es une traînée. Et tout comme Molly, Joshua n'avait pas accepté qu'Alessandra mette fin à leur relation. Il a commencé à la suivre, il l'attrapait par les bras dans la rue. Un jour où elle est en vacances, il lui dit qu'il va prendre l'avion, il va la rejoindre pour la noyer. Un jour encore, il lui envoie une photo de son jardin. Elle ne l'a jamais amenée chez elle, dont elle sait où elle habite. Un jour, il crève ses 4 pneus de sa voiture et il envoie comme message « En rentrant chez toi ce soir, tu auras une surprise qui t'attend. Il a fait de ma vie un enfer. » Alessandra est furieuse envers la police qu'elle a prévenue à 3 reprises du harcèlement et des menaces. Alessandra s'estime chanceuse d'avoir survécu, mais elle déplore le fait que la police n'ait pas enregistré de plainte à l'époque puisque Joshua n'avait pas d'antécédent. La police n'a pas fait grand-chose. Une autre ex-petite amie de Joshua témoignera également à la barre. Elle s'appelle Léa. Elle a subi à peu près le même sort, messages diffamatoires sur les réseaux sociaux, harcèlement, etc. Mais le pire arrive. Dans un premier temps, Joshua va plaider non coupable pour meurtre au premier degré en raison de sa capacité mentale, sa bipolarité. Donc évidemment, des évaluations psychologiques sont faites et là, on découvre que Joshua n'est pas bipolaire. Ce mensonge selon lequel ce trouble mental serait arrivé après le traumatisme du divorce de ses parents quand il était petit est complètement faux. C'est quelque chose qu'il a fabriqué de toutes pièces uniquement pour manipuler Molly et j'imagine d'autres femmes aussi. Le 6 février 2018, Joshua est déclaré coupable du meurtre au premier degré. Il faudra au jury moins de 4 heures pour rendre leur verdict et condamner Joshua Simpson à la prison à perpétuité avec un minimum de sûreté de 26 ans. Pourquoi on retient la préméditation? Parce qu'on a la preuve en image que Joshua a préparé ce meurtre. À la veille du drame, il s'est rendu chez Asda, c'est un supermarché, et il achète un couteau. C'est celui qu'il a utilisé pour poignarder Molly environ 30 minutes après avoir fait cet achat. On voit également Joshua sur une autre image de vidéo de surveillance. Cette fois, il va acheter une hache. Cette hache, elle a été retrouvée dans sa voiture lors de son interpellation. Par la suite, les parents de Molly vont créer une fondation pour but de venir à l'aide aux personnes souffrant de troubles de comportement alimentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Je voulais vous prévenir car cette affaire est particulièrement triste, éprouvante et révoltante.
Je n'en dis pas plus, donc je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Molly Chang commence maintenant. C'est en 1999 que naît Molly Chang en Thaïlande dans une famille très pauvre. Alors qu'elle était encore bébé, un couple propose à sa famille de leur racheter Molly. C'est un couple stérile appartenant à la tribu Hmong. Ils vivent dans un camp de réfugiés et rêvent d'avoir un bébé. La famille de Molly, très en difficulté financièrement, accepte et c'est ainsi que Molly rejoint la communauté Hmong. Molly, elle, n'est pas Hmong, ses parents biologiques étaient originaires de Birmanie et de la Thaïlande. Aussi, la petite fille avait la peau plus mate que les autres enfants qu'elle côtoyait. Appartenir à la communauté Hmong, c'est appartenir à une minorité ethnique et très soudée, avide de garder ses coutumes et ses traditions. C'est un peuple d'agriculteurs vivant dans la plupart dans les montagnes et dans les années 70-80 après la guerre du Vietnam, de nombreux Hmong entreprennent d'émigrer pour la plupart aux États-Unis et en Guyane. Aux États-Unis, la plus grande partie des Hmong se trouve dans l'État de Minnesota, dans les villes de Saint Paul et Metropolis. On estime qu'ils sont environ 60 000 et les parents adoptifs de Molly vont eux aussi partir tenter leur chance aux États-Unis où ils s'installent là où leur communauté est bien implantée. Molly grandit donc au sein de cette communauté, mais comme je vous l'ai dit, physiquement, elle ne ressemblait pas aux autres enfants qu'elle avait l'habitude de côtoyer. Elle avait de grands yeux, la peau plus foncée et de plus son plus jeune âge, elle était victime de moqueries, de discrimination de la part des autres Hmong. Elle ne s'était jamais sentie totalement acceptée et j'imagine que pour une enfant adoptée, cela devait être particulièrement difficile de sentir tous ces rejets, mais Molly pouvait toujours compter sur le soutien de sa maman. Molly et elle étaient très proches et elle se sentait aimée. Sa maman savait la réconforter, la rassurer lorsqu'elle était victime de discrimination. Il faut savoir que dans la communauté, traditionnellement, les jeunes se marient très tôt, vers 15-16 ans. Et c'est en 2014, alors qu'elle avait 15 ans, que Molly rencontra celui qui deviendra son mari. Lui s'appelait Cosly. Et comme Molly, il était Hmong et est né en Thaïlande avant d'immigrer avec sa famille aux États-Unis pour s'installer dans le Minnesota au début des années 2000. Cosly était un petit peu plus âgé que Molly, il avait 4 ans de plus. Tous les deux tombèrent immédiatement fous amoureux l'un de l'autre. Selon la tradition, ils se mariaient très rapidement et eurent 3 beaux enfants en 3 ans. Phoenix en 2017, Quadrillon l'année suivante et Estrella l'année d'après, donc en 2019. Molly était donc une toute jeune maman de 20 ans et avait déjà 3 enfants en bas âge, mais Molly n'était pas seulement une maman, c'était aussi une femme très ambitieuse et mature. La petite famille vivait dans un pavillon dans une zone résidentielle et alors qu'elle avait 3 jeunes enfants, Molly, passionnée par l'esthétisme et le tatouage, passa son diplôme de tatoueuse, ce qui lui permet de travailler dans un salon d'esthétique en tant que tatoueuse de sourcils. La famille semblait heureuse, Molly et Cos semblaient complices et amoureux comme témoignent de nombreuses photos postées sur les réseaux sociaux. Seulement, la réalité est comme bien souvent tout autre. Dès le départ, les parents de Cos n'avaient pas accepté Molly dans leur famille. Elle n'était pas Hmong et par conséquent, ils s'étaient toujours opposés à ce mariage. L'arrivée des enfants n'y avait rien changé, ils n'aimaient pas Molly. Ils la trouvaient vulgaire, vénale. Selon eux, elle s'exhibait sur les réseaux sociaux et ils pensaient qu'elle profitait de l'argent de la famille de Cos. Lui, de son côté, était tiraillé entre sa famille et sa femme et cela créa de nombreuses tensions dans le couple. Molly ne se sentait pas soutenue, de plus, elle avait l'impression de ricocher que sa belle famille n'aimait pas non plus ses enfants. Elle sentait que ce qu'elle a vécu petite se répétait pour ses enfants. Malheureusement, un jour, la mère de Molly, celle qui avait toujours été son plus grand soutien, tomba gravement malade et décéda. Ce fut un véritable coup dur pour la jeune maman. Elle n'était pas particulièrement proche de son père qui avait délégué toute son éducation à son épouse et elle perdait alors son seul repère. Très rapidement, après le décès de sa mère,
son père va se remarier avec une femme qui n'appréciait pas également Molly. Et c'est ainsi la relation entre la jeune femme et son papa continue à se distendre jusqu'à quasiment couper les ponts. D'ailleurs, Molly souffrait beaucoup de cette situation. Elle s'était confiée à l'une de ses amies à ce sujet. À présent, elle avait l'impression d'être seule contre tous. Le plus triste, c'est qu'elle se sentait moindre. C'est dans cette communauté qu'elle avait grandi, qu'elle avait ses amis, sa famille et son mari. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que dans les différents pays dans lesquels elle se retrouve, la communauté Hmong est très renfermée sur elle-même. Alors même que dans notre affaire, elle est plutôt bien intégrée dans la société américaine. Alors, pour vous donner un petit peu d'idée, sachez que les parents de Molly et de Kos ne parlaient pas anglais. Ils ne communiquaient que dans leur langue, le Hmong. Mais Molly était une femme ambitieuse. Elle voulait réussir professionnellement, elle voulait gagner de l'argent et monter ses propres business. D'ailleurs, elle ne s'en cachait absolument pas. Aussi, depuis plusieurs années, elle avait tenté de lancer plusieurs business. Elle était d'ailleurs très active sur les réseaux sociaux. Elle avait ainsi plusieurs comptes. Elle a essayé par exemple de vendre des vêtements traditionnels. Elle avait monté de boutiques en ligne et depuis plusieurs mois, alors qu'elle a entamé à peine sa vingtaine d'années, elle travaillait sur son plus gros chantier. Forte de son expérience dans le milieu de l'esthétisme et du tatouage, elle projetait de lancer son propre salon de tatouage, Piercing. Elle était très occupée sur ce sujet. Elle supervisait les travaux avant de pouvoir ouvrir son institut. C'était un gros chantier. Malheureusement, en cette année 2022, le couple qu'elle formait avec Kos n'allait pas bien. Je suppose que 3 enfants si rapprochés et si jeunes, plus les tensions du côté de la belle famille, n'avaient pas aidé le couple qui était en crise depuis plusieurs mois. Molly avait quitté la maison familiale, mais Kos, afin de la retenir, l'avait menacée à plusieurs reprises de se suicider et elle était toujours revenue. Mais Molly en avait assez. Elle était fatiguée par toutes ces tensions et ces méchancetés qu'elle subissait de la part de sa belle famille. En plus de cela, depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs couraient. Molly était accusée d'être infidèle et la famille de Kos ne se gênait pas pour en parler et la traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux. Alors, je ne peux pas vous dire si ces rumeurs étaient fondées ou pas. Je n'ai trouvé aucun témoignage confirmant cela. De plus, on sait qu'à quelle vitesse les rumeurs se répandent, que ce soit fondé ou non fondé. Quoi qu'il en soit, le couple devait passer devant un conseil d'anciens de la communauté le 2 juin pour parler de leurs difficultés. Et pourquoi pas envisager le divorce. Mais malheureusement, ils n'auront pas le temps et les choses vont prendre une tournure tragique. En attendant le conseil, le couple vivait toujours ensemble dans son pavillon. Malheureusement, le jour avant le fameux rendez-vous, donc le 1er juillet 2022, une nouvelle dispute va éclater au sein du ménage. Très rapidement, le ton va monter et Kos va alors une nouvelle fois menacer de se suicider, seulement si, cette fois, Molly était décidée, elle ne céda pas au chantage de son mari. Celui-ci, alors qu'il était encore en pyjama, appelle sa mère au téléphone pour lui annoncer désespérément qu'il allait mettre fin à ses jours. Après avoir reçu ce terrifiant appel de son fils, sa mère, affolée, alerta les siens et plusieurs membres de sa famille se précipita au domicile du couple. Après cet appel, Kos se précipita dans sa chambre, prit une arme et se tira une balle dans la tête alors que ses enfants et Molly étaient présents dans la maison. La famille de Kos arriva en même temps que la police qui avait été prévenue par Molly. Sous le choc, cette fois, son mari avait mis ses menaces à exécution. Il l'avait fait. Il s'était suicidé. Les secours ne peuvent rien faire à part constater le décès de Kos et les enfants étaient également sous le choc. Le père de Molly, contacté par sa fille, arriva également au domicile familial et il se proposa de prendre en charge les enfants. Mais Molly refuse. Elle voulait garder les enfants avec elle. Il n'insistera pas et rentrait chez lui. Les parents de Kos, sous le choc de la disparition brutale de leur fils, décida de quitter les lieux pour rentrer se retrouver entre eux.
Molly, quant à elle, était toujours avec les policiers et les travailleurs sociaux furent également appelés pour s'assurer que la jeune femme tenait le coup après le drame qu'elle venait de vivre. 3 heures plus tard, les policiers, après avoir terminé les constatations sur place, repartirent et les travailleurs sociaux se retirent également. Molly se retrouva donc seule dans sa maison dans laquelle son mari venait de mettre fin à ses jours avec ses 3 enfants âgés de 3 à 5 ans à charge. La famille de Cos, elle était dévastée par le chagrin, mais pas que. Ils étaient aussi très en colère contre leur belle-fille et ne l'avaient jamais aimée et à présent, ils avaient l'impression que c'est pas sa faute que le fils s'était suicidé. Aussi, l'une des sœurs de Cos s'empara des réseaux sociaux pour attaquer publiquement la pauvre Molly, qui elle aussi, comme Molly venait de vivre un terrible drame, elle accusa publiquement d'être une pute, une salope, soi-disant qu'elle faisait même des gangbangs et avait toujours profité de son frère. C'était de très violentes attaques et lorsque Molly l'a appris, ce fut pour elle un ultime coup de poignard. Une nouvelle attaque alors qu'elle avait assisté le matin même à l'horreur du suicide de son mari. Elle était seule chez elle, tout le monde était parti et il ne restait qu'elle et ses enfants et son chagrin. Ces nouvelles accusations, qui de plus est publique, l'accusant de pire horreur et d'être responsable de la mort de Cos, étaient trop lourdes à supporter pour la jeune maman. Elle contacta alors l'un de ses oncles totalement bouleversé, lui signifiant que tout était trop dur à supporter. Elle lui annonçait alors qu'elle allait se suicider, elle aussi, en amenant avec elle ses enfants. Lorsqu'elle raccrocha, son oncle, totalement paniqué, contacta immédiatement la police. Pour la 2e fois de la journée, les policiers se présentaient au domicile du couple, mais ils ne trouvèrent personne, ni Molly, ni les enfants. La voiture de la jeune femme n'était pas non plus garée devant la maison. L'alerte fut immédiatement donnée et tous entreprirent de retrouver Molly et les enfants avant qu'il ne soit trop tard. Sa voiture fut rapidement localisée près du lac Vadnais, cependant il n'y avait personne à l'intérieur. En fouillant les alentours, les policiers firent une découverte bouleversante. Les 3 petites paires de chaussures des 3 enfants de Molly étaient alignées au bord du lac, les uns à côté des autres. Et les clés de voiture de la jeune femme étaient également à côté. Les enquêteurs furent pétrifiés par cette terrible découverte. Tout les laissait présager que Molly avait noyé ses enfants avant de se suicider. Vers 19h30, ils entreprirent donc de sonder le lac et de fouiller les alentours et c'est le corps de Quadrillon 4 ans qui fut découvert en premier. Il flottait sur le lac et les policiers tentèrent immédiatement de lui faire un massage cardiaque, mais il était trop tard. Le petit garçon était déjà mort. Peu après minuit, ils retrouvaient le corps de Phoenix 5 ans. Après ces 2 terribles découvertes, les policiers stoppèrent les recherches jusqu'au lever du jour. Le lendemain, le 2 juillet, ils retrouvèrent vers 10h40 le corps de Molly et 20 minutes plus tard celui d'Estrella. Les résultats de l'autopsie confirmeront que Cos était mort suicidé d'une balle dans la tête et Molly et les enfants étaient tous les 4 morts par noyade. Cette tragédie choqua profondément l'opinion publique et plus particulièrement la communauté Hmong. Suite à cela, une veillée aux chandelles fut organisée sur le lac en hommage aux victimes. Les 2 pères, celui de Molly et celui de Cos, s'exprimaient publiquement à cette occasion. Là, ils ont pointé les forces de l'ordre, les rendant responsables de cette terrible drame. Selon eux, ils n'auraient jamais dû laisser la jeune femme sans surveillance avec les enfants après ce qui s'était passé le matin. La police, elle répondit qu'il n'y avait aucune raison de retenir Molly. Il n'avait aucune information selon laquelle elle représentait un danger pour elle-même ou pour ses enfants. Un mémorial avec des fleurs, des peluches a été érigé là où les chaussures des enfants ont été retrouvées. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette triste affaire. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve alors dans une prochaine vidéo.